Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle des enjeux de la transition écologique et sociale avec une question que nous se pose cette semaine. Et si la guerre en Iran pouvait accélérer la sortie de la dépendance aux énergies fossiles? Cette question, eh bien, on va se la poser ainsi que d'autres à François Gemène. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, professeur à HEC en géopolitique de l'environnement. Merci beaucoup d'être avec nous sur LCI avec cette guerre en Iran, le blocus du détroit d'Ormuz qui se poursuit. Eh bien, on voit combien les économies occidentales, mais pas seulement, elles sont dépendantes de ces énergies fossiles et combien elles peuvent impacter notre quotidien. Pour l'Agence internationale de l'énergie, cette fermeture du détroit est même la plus grande menace pour la sécurité énergétique mondiale de toute l'histoire. On a du mal à y croire, François Gemène, quand même, qu'on soit arrivé à ces niveaux-là aujourd'hui avec des conséquences à long terme, même si la navigation, elle reprend demain. Effectivement, même si la navigation reprenait demain, d'abord, il faudrait que les hostilités cessent, il faudrait qu'on démine le détroit d'Ormuz, tout ça prendra beaucoup de temps, et je crois que la situation actuelle et plus globalement les tensions géopolitiques nous rappellent à quel point notre dépendance aux énergies fossiles est un énorme talon d'Achille pour la compétitivité de nos entreprises et également pour la souveraineté européenne, tout simplement pour notre autonomie stratégique. Et donc nous réalisons un peu contraints et forcés à quel point cette dépendance énergétique est aussi une dépendance géopolitique et une dépendance économique. Et encore, nous le voyons très très peu. En Europe, nous voyons surtout le prix du litre à la pompe. Oui, mais dans certains pays asiatiques, au Bangladesh, en Inde, en Thaïlande, on est déjà en train de fermer des pans entiers de l'économie pour se prémunir face à des pénuries qui arrivent. Oui, avec des arrêts de livraison qui vont arriver là maintenant, tout de suite, effectivement, vous avez raison de le dire. Dans une tribune pour Reuters, vous estimez d'ailleurs que le blocus du détroit pourrait aussi devenir paradoxalement le plus grand accélérateur de la transition vers une industrie bas carbone en Europe. Ce serait l'idéal, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste quand on connaît les reculs successifs de la Commission récemment, que ce soit sur le devoir de vigilance, que ce soit sur le Green Deal? Bien sûr, et pourquoi est-ce qu'on a reculé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un peu ce backlash, comme on dit, ce retour de bâton, cet effet médiatique? Parce qu'on a pensé que la transition était un boulet pour la compétitivité des entreprises, parce qu'on a pensé qu'il fallait désormais se concentrer sur d'autres priorités, sur des sujets sérieux, défense, géopolitique. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que ces sujets de défense et de géopolitique, ils sont très connectés aux sujets de transition et que c'est précisément la dépendance aux énergies fossiles aujourd'hui qui constitue un énorme boulet économique, à la fois pour la compétitivité des entreprises, mais aussi pour le pouvoir d'achat des ménages. Et donc ces arguments qui en réalité nous avaient fait réduire la voilure, réduire l'ambition environnementale, sont exactement les mêmes arguments qui devraient nous pousser aujourd'hui à accélérer. Ce chiffre, les 27 importent 95% de leur pétrole et près de 90% du gaz. Alors paradoxalement, on assiste aussi à des mesures de soutien aux énergies fossiles, baisse des taxes, etc. Donc ça fait reculer également la transition, François Gemène. Bien sûr, alors je comprends évidemment la nécessité de mesures de soutien par rapport au pouvoir d'achat des ménages et par rapport au fait que effectivement le prix du litre à la pompe, le prix du gaz de chauffage va peser très lourdement sur les budgets des ménages et des entreprises. Mais le problème, c'est que d'une part, ça retarde la transition énergétique et que c'est parfois de l'argent public qui ne pourra pas être affecté à d'autres usages. Et donc, on voit des effets contraires. On voit, dans un même temps, une poussée très forte des ventes de voitures électriques qui sont à plus 30% pour le mois de mars 2026. Et d'un autre côté, on voit parfois du charbon qui va se substituer au pétrole ou au gaz, des mesures de blocage des prix. Et effectivement, ça va ralentir par contre la transition. Alors, les solutions, elles sont connues pour sortir de cette dépendance, électrification, décarbonation de l'économie, aide à l'achat de véhicules électriques. Mais tout ça, ça demande aussi des investissements. On sait que la France est en pleine période d'austérité. Les caisses sont vides. Comment est-ce qu'on fait? Où en est-on? Je pense qu'il faut arrêter d'imaginer que c'est
uniquement l'argent public qui va financer la transition. Mmh. Et en France, on a parfois tendance à tout attendre de l'État et à penser que tout doit être financé par l'État. Il y a aujourd'hui une possibilité de mieux mobiliser l'épargne des gens dans des investissements qui sont à la fois très rentables et très utiles pour la transition. Et cette épargne, Ah, elle ça va est être le cas considérable. pour le nucléaire, là, ça va être le cas pour le Ça nucléaire. va être le cas pour le nucléaire. On pourrait faire la même chose pour la transition ou évidemment pour d'autres entreprises innovantes. Et je crois que vraiment, on doit apprendre à mieux piloter stratégiquement Mmh. l'épargne des Français et des Européens. Ce sont des montants considérables. L'épargne des Français, on est autour de 7 000 milliards d'euros. En Europe, on est à 35 000 milliards d'euros. Donc en plus, les Français épargnent beaucoup par rapport à leurs voisins européens. Il faut un vrai pilotage stratégique de cette épargne pour financer les secteurs d'innovation, les secteurs de transition dont nous avons véritablement besoin aujourd'hui et qui sont en plus des investissements très rentables pour l'épargnant. Mmh. Alors, au-delà de ces solutions d'électrification, etc., il y a aussi le fait de devoir réduire la demande. Ça, c'est aussi une solution. Il y a un rapport qui a été publié le 20 mars par l'Agence internationale de l'énergie qui recommande de favoriser aussi le recours au transport public, notamment en diminuant le coût des billets, faciliter le covoiturage ou encore mener des campagnes pour encourager les entreprises à prendre l'avion le moins possible quand c'est possible. En tout cas, ça, c'est aussi des pistes qui peuvent être mises en place tout de suite. Bien sûr, c'est déjà des pistes qui avaient été envisagées au moment de l'hiver 2022-2023, lorsque effectivement on était en pleine offensive russe sur l'Ukraine et où, d'une part, il y avait le risque de blackout parce que une partie des réacteurs nucléaires était en maintenance, parce que l'argent qu'on donnait pour le gaz finançait la guerre de Poutine en Ukraine, Mm. et puis il y a évidemment la question du climat. Et donc, ce plan de sobriété, à l'époque, avait permis de réduire la demande de 12%. Très clairement, là encore, nous sommes dans une situation où nous sommes forcés de le faire, contraints par la force des choses. Mm. Et encore, comme je le disais, c'est peu de choses en Europe par rapport à ce qui se passe en Asie du Sud et du Sud-Est. La vraie question, c'est quand est-ce que nous réaliserons l'intérêt de le faire spontanément sans y être contraints et forcés par la situation. Alors, on a vu une image, on va la revoir peut-être. Hein, c'était effectivement Bruno Le Maire en 2022, effectivement, pull col roulé pour faire comprendre qu'il fallait mieux s'habiller hein, pour faire des économies d'énergie devant les risques de pénurie. C'est un peu loin tout cela finalement. C'est un discours qui est inaudible aujourd'hui. On n'appelle pas assez à changer les comportements finalement. C'est un discours qui, en fait, donnait l'impression d'être contraint par la force des choses, mais on n'a pas su faire de la sobriété un véritable projet de société. Et je crois que c'est encore un peu le problème aujourd'hui de la transition dans son ensemble. On la voit comme une contrainte, comme un boulet pour la compétitivité, comme un frein géopolitique, alors qu'en réalité, nous devrions la voir comme un véritable projet qui nous permette précisément de nous projeter vers l'avenir, qui nous permette d'assurer la compétitivité de nos industries et la souveraineté et l'autonomie stratégique de nos pays. Oui, vous le dites notamment dans votre article dans Reuters, hein, si la Commission ne le fait pas pour le climat, eh ben, qu'elle agisse au moins pour la compétitivité. Effectivement, et peut-être l'erreur qu'on a commise a été de penser que nous allions devoir faire la transition pour le climat ou pour la biodiversité. Il faut évidemment le faire aussi pour ces raisons, mais nous devons réaliser que nous ne verrons pas d'impact immédiat, on n'aura pas de retour sur investissement immédiat. Les températures, par exemple, ne vont pas baisser immédiatement, en tout cas pas avant que nous n'atteignions la neutralité carbone, c'est-à-dire en 2050 ou plus tôt. Par contre, il y a des intérêts immédiats à aller chercher pour le pouvoir d'achat, pour la compétitivité, pour la souveraineté, et c'est sur ces intérêts-là que nous devons capitaliser. Oui, puis il y a une différence fondamentale aussi avec les précédents chocs, hein, parce qu'on se demande comment on peut les amortir. Ces différents chocs, est-ce qu'on apprend du passé ou pas? La différence, c'est aussi la disponibilité des énergies renouvelables. On n'avait pas ça dans les années 70. Bien entendu, on n'imagine pas d'abord qu'il y ait de pics solaires ou de pics éoliens, et donc conceptuellement, c'est quand même un changement majeur avec les énergies renouvelables. Et puis, bien entendu, nous sommes aujourd'hui confrontés à la fois à la volatilité des prix du pétrole et du gaz, nous sommes également confrontés au risque de pénurie, et ça, effectivement, c'est quand même quelque chose qui n'existe pas avec les énergies renouvelables qui sont aujourd'hui disponibles largement. Dans les années 70, nous n'avions pas ces solutions à notre portée. Aujourd'hui, nous avons ces solutions à notre portée. C'est d'ailleurs, à mon sens, le grand message du dernier rapport du GIEC, c'est que nous avons aujourd'hui toutes les solutions, toutes les connaissances, toutes les technologies, toutes les ressources financières qui doivent nous permettre d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris. Alors justement, il y a quelques jours, l'Organisation météorologique mondiale a délivré son bilan annuel de l'état du climat. Le rapport confirme que les années 2015 à 2025 sont les 11 années les plus chaudes jamais enregistrées et que tous les voyants sont au rouge, hein, surchauffe des océans, déséquilibre énergétique, calotte glaciaire au plus bas. On va écouter le secrétaire général des Nations Unies.
Le chaos climatique s'accélère et tout retard est fatal. La voie à suivre doit reposer sur la science, le bon sens et le courage d'agir. Voilà, on a presque envie de dire une punchline de plus de la part de Guterres. Un rapport de plus. Comment est-ce que ce rapport peut faire sens? Comment est-ce que ce rapport peut être peut impacter finalement? Il n'y a que la cravate qui change. Le discours reste exactement le même d'année en année et j'ai envie de dire malheureusement c'est presque physique et mécanique. Le rapport de l'année prochaine sera pire et celui de 2028 sera encore pire. Je peux déjà vous le dire parce que tant que nous n'avons pas atteint le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre et tant qu'on n'a pas atteint la neutralité carbone, les gaz à effet de serre vont continuer à s'accumuler dans l'atmosphère et ça va continuer à faire monter les températures. Et donc, on parle toujours de températures hors normes, de records exceptionnels, etc., sans réaliser qu'en réalité, c'est la nouvelle norme. Vraiment, le moment où les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère vont arrêter de monter, vont se stabiliser, c'est le moment où on atteint la neutralité carbone. Alors, dans cette décarbonation, il y a aussi les groupes pétroliers qui doivent jouer un rôle capital. On voit que pour certains, les investissements dans le renouvelable baissent. Total annonce avoir baissé ses émissions de gaz à effet de serre, mais dans le même temps, dit qu'il pourrait réévaluer ses objectifs de neutralité carbone. Ah, voilà ce qu'il écrit précisément. Sans les politiques adéquates et sans les innovations techniques, la neutralité carbone d'ici 2050 restera hors de portée, tant pour la société que pour Total Énergie. Alors évidemment, les ONG ont crié au scandale. Quelle est votre analyse? Je dirais que c'est un rapport qui a le mérite de l'honnêteté. Et effectivement, sans des politiques publiques plus ambitieuses aujourd'hui, nous n'y arriverons pas. Et en réalité, on tape sur Total Énergie parce qu'elle fait souvent figure de symbole, et on comprend pourquoi, mais beaucoup d'autres entreprises sont dans la même situation. Si nous n'avons pas aujourd'hui un cadre politique ambitieux et robuste, si nous continuons ces reculs permanents sur le Green Deal, eh bien, on ne peut pas demander aux entreprises d'atteindre toutes seules la neutralité carbone. Oui, mais enfin, Total investit toujours plus aussi dans les énergies fossiles, investit dans des projets aux États-Unis. On voit bien qu'il n'y a pas non plus de volonté de la part de compagnies pétrolières, parce qu'on parle de Total, mais il n'y a pas que Total, il y a toutes les compagnies pétrolières, c'est pareil. Les autres sont pires. Et les autres je ne sont les mets pires. pas toutes dans le même sac. Effectivement, c'est ce qu'on disait. Et on peut faire beaucoup de reproches à Total Énergie, et je leur en fais aussi parfois parce qu'ils pourraient aller plus loin, parce qu'ils pourraient accélérer. Les autres compagnies pétrolières sont souvent bien en deçà de ce que fait Total Énergie pour la transition. Le grand enjeu, c'est comment est-ce qu'on articule les profits de court terme, et malheureusement, il va y avoir une pression pour faire encore davantage de profits sur le pétrole et sur le gaz, et donc pour remettre des billes et des investissements dans les exploitations pétrolières et gazières, et la logique de long terme qui est celle d'une sortie des énergies fossiles. Et c'est là où il faut absolument que Total Énergie et les autres accélèrent sur la sortie des énergies fossiles et investissent davantage dans les renouvelables parce que nous avons absolument besoin d'elles. Et souvent l'argument c'est de dire on investit beaucoup dans les renouvelables, ce qui est vrai, mais il faut aussi désinvestir peu à peu du pétrole et du gaz, sinon cette transition ne s'effectuera jamais. Oui, enfin là pour le moment c'est plus ou moins un quart, c'est un quart des investissements avec des projets, des nouveaux projets qui sont en cours et qui vont être lancés. Mais on renonce à certains projets, par exemple Total Énergie a renoncé à des projets d'éoliennes offshore aux États-Unis récemment sous pression du gouvernement américain. On voit bien comment aussi il est très très difficile de développer des projets d'énergie renouvelable notamment quand le cadre réglementaire n'est pas au niveau. Et en France aussi, on n'a pas de leçon à donner. Le délai moyen d'implantation d'un projet éolien, par exemple, entre le moment où le projet est déposé et où les premiers mâts sortent de terre, c'est 7 ans. C'est beaucoup trop longtemps, évidemment, et ça décourage les investisseurs. Alors, François Gemène, vous rencontrez beaucoup de monde, vous êtes très actif dans ce milieu. Le contexte est assez morose, on l'a décrit en début d'émission. S'il y avait quelque chose de positif à retenir à ce moment de l'année, ce serait quoi ? Je pense qu'il est temps de siffler la fin du backlash. On se rend compte que toute une série d'arguments qui avaient été donnés pour justifier un peu qu'on réduise l'ambition, on avait dit c'est un frein à la compétitivité, c'est mauvais pour la souveraineté, ça va nuire au pouvoir d'achat des ménages, ça va être rejeté par les électeurs. En réalité, tous ces arguments ne tiennent pas la route. Même aux États-Unis, qui est le pays qui est allé le plus loin dans la dérégulation environnementale complète, on s'est débarrassé de toutes les régulations, on s'est débarrassé aussi des chercheurs et de la science du climat, on voit que les résultats économiques du pays sont catastrophiques. Les chiffres de l'inflation sont catastrophiques, de l'emploi sont catastrophiques, la confiance des investisseurs est catastrophique. Et donc, se débarrasser de toute réglementation environnementale, ça n'a pas du tout dopé l'économie, que du contraire.
Et donc, qu'est-ce qui reste de ce backlash? C'est au fond une sorte d'écume un peu saumâtre qui décourage un peu tout le monde et qui plombe l'ambiance. Je crois qu'il est temps de revenir avec un discours beaucoup plus assertif sur la transition et de montrer combien elle n'est pas déconnectée de la réalité, à quel point c'est pas une lubie de Bobo Woke de Saint-Germain-des-Prés, mais à quel point c'est connecté aux enjeux du moment, pouvoir d'achat, compétitivité, souveraineté. Et effectivement, sécurité. Je lisais aussi l'analyse d'un expert qui disait qu'il faut accepter que la transition écologique soit aussi une politique de sécurité. Bien sûr. Et effectivement, Absolument. c'est totalement aligné. Il a raison, qui a dit ça? Je ne sais plus, un analyste, voilà. Mais Je suis d'accord avec cet analyste. Je vous le retrouverai, mais je ne sais plus aujourd'hui. Mais effectivement, je trouvais ça assez pertinent. Bien sûr, alors que c'est des enjeux qu'on a souvent opposés les uns aux autres, il faut réaliser aujourd'hui qu'ils sont profondément connectés et qu'en réalité, la transition, c'est peut-être le socle demain de notre sécurité énergétique et stratégique. Merci beaucoup en tout cas François Jabin d'être venu sur LCI dans Impact Positif. C'est une émission que vous pouvez revoir sur tf1info.fr et bien sûr c'est aussi un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Vous voyez apparaître le QR code, flashez, n'hésitez pas pour retrouver toutes les émissions de ce podcast. Merci encore à vous François Jabin. Merci à vous Sylvia.